BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Et oui, chaque jeudi, on vous propose d'investir dans des valeurs de santé parce que c'est l'avenir, parce que c'est l'un des secteurs en forte croissance en ce moment sur les marchés. On va vous dire par quel biais investir et approcher ce marché de la santé avec Alice Labou qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alice. Bonjour Guillaume. Présidente de Trecento AM. Ce secteur de la santé, il offre à ceux qui investissent de la croissance et aussi une relative sécurité en ce moment. Déjà, d'un point de vue économique, la santé, c'est 4 à 7% de croissance par an. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, d'un point de vue boursier, depuis 2000, on est à 6% au niveau mondial, donc dans l'indice mondial santé, 6% de performance annuelle contre un indice mondial global plutôt autour de 2%. Donc oui, c'est créateur de valeur. C'est d'autant plus créateur de valeur qu'effectivement, il y a un caractère un peu défensif à ce type d'investissement, puisqu'on sait que la thématique est long terme, avec un gros sous-jacent de croissance forte, et que dans des moments difficiles, les investisseurs ont tendance à se replier sur ces valeurs à forte visibilité et que ça peut faire un peu tampon dans des moments difficiles sur les marchés. On a donc quelque part le meilleur des deux mondes à travers ce secteur de la santé, à la fois la croissance et le côté défensif que recherchent pas mal d'investisseurs en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un fonds sur le thème de la santé. Le risque le principal apporté par le secteur de la santé, c'est la partie biotechnologie. Comme vous le savez, on en parle souvent sur ce plateau, c'est celle qui apporte le plus de perspectives de hausse, donc de gains, mais aussi les biotechnologies, c'est ceux qui inventent des médicaments sur la base du vivant, du sang, du plasma, mais aussi le plus de possibilités de baisse ou d'accident. Ouais, c'est vrai, biotechnologie toujours extrêmement volatile, qui font souvent l'objet d'un certain intérêt des grands laboratoires pharmaceutiques qui achètent comme ça les biotech. On voit régulièrement des opérations. Et alors cette semaine, ça a été spectaculaire avec l'histoire Medivation quand même. Medivation que Pfizer va donc racheter pour 14 milliards de dollars. 14 milliards pour une biotech. Exactement, 14 milliards. Alors évidemment une biotech, mais pas n'importe quelle biotech, une spécialiste de l'oncologie, donc de la cancérologie, avec un médicament très important sur le cancer de la prostate. Alors je ne sais pas si vous le savez, c'est le premier cancer qui touche les hommes dans le monde. Un homme sur 7 sera un jour diagnostiqué comme ayant le cancer de la prostate, donc c'est très important. Mais la bonne nouvelle, c'est que en moyenne 95% des personnes atteintes par cette maladie seront soignées, en tout cas survivront dans les 5 ans. Donc c'est plutôt positif. En tout cas, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les grands laboratoires pharmaceutiques, tous ceux qui sont en retard sur l'oncologie, cherchent à aller sur ce marché. Sanofi en est un exemple évidemment, parce qu'en fait, c'est le marché en plus forte croissance et le plus rentable, en tout cas pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc oui, le feuilleton Medivation est très intéressant. On a vu Sanofi qui, pour le coup, est extrêmement en retard en matière d'oncologie, chercher à partir d'avril de cette année à acheter cette société. Bon, ça n'a pas fonctionné. Au début, ils ont proposé un peu plus de 9 milliards. Et puis ensuite, ils ont essayé de faire passer en force l'OPA hostile autour de 10 milliards. Ça a été refusé et ça a réveillé l'intérêt d'autres sociétés qui sont acheteuses, comme Pfizer évidemment, qui a eu le dernier mot et qui vient de racheter la société pour 14 milliards. Avec un prix largement supérieur à celui que proposait Sanofi. Sanofi a été un peu frileux là-dedans et c'est Pfizer qui finalement l'emporte. Exactement. Et si vous prenez le cours de bourse de Medivation juste avant l'offre de Sanofi et le cours de bourse d'aujourd'hui, on est sur une prime de plus de 115%. Ouf, donc spectaculaire. C'est spectaculaire et c'est le marché des fusions-acquisitions dans la santé qui est spectaculaire, d'ailleurs qui contribue à l'animation gigantesque de ce secteur. Ça s'explique aussi parce qu'en fait, structurellement, les grands laboratoires pharmaceutiques ont beaucoup changé. Comme vous le savez, dans les années 2000, tout le monde avait peur de la falaise des brevets, du fait que les grands laboratoires pharmaceutiques allaient se retrouver avec des blockbusters qui allaient être génériqués. Et puis finalement, ils ont réussi à se réinventer, ils se sont recentrés sur certains cœurs de métier et puis ils ont plutôt que d'avoir beaucoup d'équipes de recherche et développement, ils ont utilisé leur cash pour prendre des participations, parfois minoritaires, parfois rachetées complètement, dans des sociétés notamment de biotechnologie, donc des médicaments biologiques. Et donc ce rachat pour 14 milliards de dollars de Medivation, c'est un bon signe finalement pour l'ensemble des biotech, bon signe sur l'attractivité de ce segment de la cote. D'ailleurs, on a vu le jour où ça a été racheté, l'annonce a été faite, on a vu l'indice biotech mondial de monter d'un peu plus de 1,8% je crois, parce que en fait on s'est dit finalement tous ceux qui voulaient acheter Medivation mais qui ne peuvent pas l'acheter puisque c'est Pfizer qui s'en occupe, il va bien falloir qu'ils trouvent des cibles. Et donc du coup, toutes les biotechnologies assez grosses et qui ont des médicaments soit qui fonctionnent, soit en développement prometteur, font l'objet comme ça de rumeurs. On a il y a Incyte qui a énormément monté, qui a pris plus de 7% ce jour-là parce qu'en fait ils sont pure players en oncologie et donc c'est exactement ce que cherchent a priori les grands laboratoires pharmaceutiques.
pharmaceutique, mais on a vu aussi Regeneron. Regeneron, on en avait parlé ensemble. Ils travaillent principalement sur les maladies rares. Maladies rares, c'est quand il y a moins de 1000 personnes dans le monde qui ont cette maladie. Et en fait, Sanofi avait déjà pris une participation dans Regeneron. Ils ont plus de 30% de Regeneron, ce qui ferait que ce serait un peu l'acquisition naturelle de Sanofi, même si ce serait pas plus créateur de valeur que ça, parce qu'ils ont déjà une grosse participation. D'accord. Donc dans ces biotech qui pourraient faire l'objet de rachat, vous nous disiez, il y a Regeneron. Il y a également Insight. Voilà. Et puis il y a aussi Biomarin. Alors Biomarin, c'est plutôt les maladies assez graves et un petit peu d'oncologie également. Bon, Sanofi justement, ils sont en retard dans cette vague de fusion-acquisition parce que c'est vrai qu'on voit les grands laboratoires multiplier les fusions-acquisitions, sauf Sanofi. Ah oui. C'est grave pour Sanofi ? Sanofi finalement finit par devenir un petit acteur du marché mondial de la santé. Effectivement, ils ont manqué beaucoup de trains. Il y a eu des vrais sujets. Ils ont manqué le train de l'oncologie, qui était un train très important. Et puis il y a des vrais sujets aussi managériaux qui ont coûté à l'entreprise et puis au momentum qu'il peut y avoir sur les marchés. C'est vrai qu'il n'y a pas un appétit majeur des investisseurs pour investir sur Sanofi. Nous, par exemple, nous ne sommes pas investis sur Sanofi, donc ce qui est quand même particulier pour un fonds sur la santé. Ça veut dire que c'est pas qu'on considère que ce soit une mauvaise société avec une mauvaise stratégie, mais on considère qu'il y a des sociétés qui ont plus de potentiel de croissance et que il faut choisir parmi les meilleurs. Plus de potentiel de croissance parce que Sanofi fait le mauvais choix stratégique, parce que Sanofi a moins de cash que certains de ses concurrents. Qu'est-ce qui explique ce retard quand même de Sanofi ? Fait, le blockbuster, donc le plus gros médicament de Sanofi, ça s'appelle le Lantus. C'est un médicament qui traite le diabète. Donc je crois que c'est un peu plus de 25 ou 28% de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a une guerre des prix en matière de diabète, notamment sur le marché américain, qui est le premier marché mondial encore du diabète en volume. Et si vous voulez, il y a une guerre des prix avec les concurrents Novo Nordisk et Lilly. Et les derniers chiffres ne sont pas très rassurants puisqu'il y a une pression très forte sur les prix qui fait qu'en fait leur principale source de revenus, la poule aux œufs d'or est un peu en train de se tarir, quoi. Donc c'est pour ça que tout le monde s'inquiète et que les gens se disent il faut qu'ils aient un relais de croissance. Et ce relais de croissance, on espérait que ce soit l'oncologie, mais ça ne veut pas dire que c'est fichu. Je veux dire, j'imagine que Olivier de Brandicourt va continuer à chercher de nouvelles cibles. Il doit déjà être en train de travailler sur le sujet. Et a priori, quand on a du cash, on peut acheter. Donc bon, voilà, on a compris en tout cas l'intérêt d'investir, pourquoi pas, dans les biotechnologies, en se rappelant que ça reste toujours très volatile, mais ces biotech attisent les convoitises des grands labos et ces fusions-acquisitions se poursuivent avec ou sans Sanofi, on va dire. Investir sur le secteur de la santé, est-ce que c'est pas malgré tout risqué dans la mesure où on s'approche d'une campagne présidentielle importante aux États-Unis, l'élection présidentielle au mois de novembre? À chaque fois, ça semble peser sur ce secteur pharmaceutique, sur ce secteur de la santé aux États-Unis. Dès qu'il y a une élection présidentielle qui approche, ce secteur semble sous-performer. Pourquoi est-ce que c'est le cas aussi cette année et comment on l'explique ? Alors oui, c'est le cas, c'est-à-dire que depuis septembre de l'année dernière, donc 2015, Hillary Clinton a lancé un tweet ravageur en parlant de l'encadrement des prix des médicaments, et ça a commencé à créer un momentum défavorable, donc un intérêt un peu moins important sur le secteur de la santé et surtout une crainte sur les médicaments biologiques qui parfois peuvent être très chers, mais aussi régler un certain nombre de maladies, en tout cas traiter des maladies mieux que d'autres médicaments. Et donc en fait, à partir de là, les hostilités ont été déclenchées depuis le mois de septembre. D'ailleurs, en septembre, le marché de la santé avait plutôt bien baissé. Et puis au fur et à mesure, si vous voulez, des mois qui se sont passés, les thèmes de campagne sont partis sur autre chose. Là, ça vient juste de revenir. Donc hier soir, 2 heures avant la clôture du marché américain, un nouveau tweet d'Hillary. Hillary Clinton a tweeté. Il faut dire qu'il y avait plusieurs députés américains qui faisaient pression sur une société qui s'appelle Mylan, qui détient les principaux stylos injectables qui permettent d'injecter de l'adrénaline quand vous avez un énorme choc. Par exemple, quand vous avez une allergie à une piqûre ou quand vous êtes allergique à un aliment, il faut injecter de l'adrénaline. Et c'est vrai que les prix étaient très élevés. Et donc hier, elle s'en est émue sur la toile. Il faut dire que Hillary était dans une situation où elle était très attaquée là ces derniers jours par le camp Trump sur sa propre santé ou sur la fondation Clinton. Et du coup, elle cherche un peu à dévier, de mon point de vue en tout cas, l'intérêt des médias et des électeurs. Mais de manière structurelle, vous avez tout à fait raison. À chaque fois qu'il y a des élections aux États-Unis, un des grands sujets de campagne, c'est le pouvoir d'achat comme en France, sauf qu'aux États-Unis, c'est aussi le pouvoir d'achat santé et que évidemment, ça pèse sur un éventuel encadrement des prix des médicaments. Et voilà pourquoi ce secteur est toujours très entouré à l'approche de la présidentielle américaine. Justement, il y a une grande différence entre les programmes d'Hillary Clinton et de Donald Trump en matière de santé et l'impact que la victoire de l'un ou de l'autre pourrait avoir sur le secteur.
Alors Hillary Clinton en a fait un de ses chevaux de bataille en disant qu'elle va continuer le travail fait par Obama avec l'Obamacare, donc Medicare, Medicaid, c'est-à-dire aider les plus pauvres, les populations les plus pauvres et les populations les plus âgées aussi à accéder à des couvertures santé. Obamacare, de ce point de vue-là, a été un petit peu un succès, c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même plus de gens maintenant aux États-Unis qui sont couverts par des assurances santé. Donc elle va mettre l'accent encore plus en essayant de diminuer la part qui sera payée par les familles. Et puis renforcer un petit peu les négociations pour faire en sorte que les prix des médicaments soient moins élevés. Ça, c'est le premier. Donc l'angle Hillary Clinton est moins favorable. Après, on sait que les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Donc on verra. La puissance des lobbies américains est très importante, comme on le sait. Donald Trump, c'est un peu différent. Lui, il n'a pas parlé du tout des prix des médicaments, ni de la fixation des prix. Il n'intervient jamais sur ce sujet dans ses thèmes de campagne. Néanmoins, il dit, moi, je vais libéraliser le marché de la santé. Je vais ouvrir ce marché-là, enlever les contraintes juridiques qui empêchent des médicaments moins chers qui viennent d'autres pays venir sur notre territoire, et en fait je vais utiliser la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire je vais enlever les barrières et je vais faire c'est ce qui fera en sorte que qu'il y aura un intérêt général à un niveau de prix juste. Voilà, donc l'impact est un petit peu différent et c'est vrai qu'on a un peu de mal à mesurer. Autant celui d'Hillary Clinton est assez clair, autant celui de Donald Trump est plus complexe parce qu'en fait il n'a pas vraiment statué sur ce thème-là pour l'instant. Ouais, il sera peut-être interrogé là-dessus justement au cours des différents débats face à Hillary Clinton. Probablement. Ça va bientôt démarrer, ce sera à partir de la fin septembre, les débats entre les deux candidats à la présidentielle US. On imagine qu'en tant que spécialiste de ce marché de la santé, vous suivrez tout ça aussi. Exactement, mais je rappelle juste que c'est une forme d'opportunité d'une certaine manière, parce que le bruit médiatique et politique qu'il va y avoir autour de la santé encore jusqu'au moment des élections, qui est quand même dans pas si longtemps que ça, peut peser sur les cours de bourse, et donc du coup c'est l'opportunité d'entrer sur ce segment. Il y a toujours des opportunités avec Alice Labou. Merci beaucoup Alice d'être venue nous voir. Merci à vous. Présidente de Trecento AM.